Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc, nous allons parler de la chaleur. Alors la chaleur, ou énergie thermique, est donc une forme d'énergie qui est emmagasinée par les corps et qui peut modifier leur état physique. Changement de phase, variation de la température. Ou même modifier certains processus comme des réactions chimiques. La chaleur est la notion intuitive de chaud et de froid, ou plus précisément, les notions de chaud et froid caractérisent plutôt la température et la chaleur, ce qui est transféré quand on touche un corps chaud ou quand on est touché par son rayonnement, comme pour un radiateur électrique par exemple. La chaleur étant une énergie, elle se mesure en joules, comme les autres formes d'énergie. Mais il arrive que l'on trouve encore dans la littérature le terme de calorie. Par exemple, dans la définition de la valeur énergétique des aliments, cette habitude est restée. Une calorie étant la chaleur qui est fournie pour augmenter de 1 degré la température de 1 gramme d'eau. Elle vaut environ 4 joules. On dit parfois que la chaleur est une forme dégradée de l'énergie. Nous verrons pourquoi avec l'étude de la thermodynamique et en particulier de l'entropie. Si on fournit une certaine quantité Q, c'est la notation traditionnelle, le Q majuscule, une certaine quantité Q de chaleur à un corps, et si sa température augmente de delta T, alors, je ne sais plus si je l'avais dit, mais le delta, lettre grecque, majuscule, est la notation traditionnelle pour indiquer une variation. Si la température augmente de delta T, alors on dit que la capacité calorifique du corps est égale à C égale delta T sur Q. On parle aussi de chaleur spécifique. En réalité, on distingue la capacité calorifique mesurée à volume constant, noté CV, ou à pression constante, CP, parce que la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier la température dépend si on garde le volume constant ou si le volume varie mais on garde la pression constante, parce qu'avec l'augmentation de température, il y a le phénomène de dilatation thermique. La différence est assez faible pour des solides et des liquides, mais elle est assez notable pour les gaz qui se dilatent très facilement. La différence entre les deux est surtout importante en pratique, quand on fait des mesures précises, ou dans les manipulations mathématiques des formules qui relient toutes ces grandeurs. Ici, la différence entre les deux n'est pas très importante pour nous. Alors, la chaleur peut se transporter d'un corps à l'autre. C'est comme cela que on sent la température d'un objet en le touchant, ou qu'un thermomètre à dilatation thermique, le premier que nous avions vu, peut indiquer la température. En réalité, le thermomètre mesure sa propre température après équilibre. Après transfert de chaleur et équilibre. Donc en fait, la chaleur est transférée à son réservoir, ce qui fait varier sa température, et jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre, une même température partout, et cela modifie donc la température de ce réservoir.
C'est d'ailleurs pour ça que si on place un thermomètre médical sous la langue ou sous le bras, il faut toujours attendre un peu, quelques dizaines de secondes, une minute, pour qu'il soit vraiment à température du corps et indique la température. Alors, il existe 3 mécanismes de transfert de la chaleur. 3 mécanismes très différents. Le premier, c'est la conduction thermique. C'est un transfert direct de chaleur par contact. La chaleur contenue dans une substance passe directement dans l'autre. Dans l'autre substance avec laquelle elle est en contact. Ce transfert de chaleur peut aussi avoir lieu dans une même substance à l'intérieur si sa température n'est pas homogène. Alors, la conduction est un phénomène qui est bien décrit par la théorie de Fourier. Celle-ci dit que la quantité de chaleur qui se propage est proportionnelle à la différence de température. Plus la différence de température est grande et plus la conduction thermique sera importante. La constante de proportionnalité entre les deux est appelée conduction thermique. Alors, ainsi, certains matériaux comme le verre ou le plastique ou les céramiques sont de bons isolants thermiques. Ils conduisent mal la chaleur, la conductivité thermique est faible. Alors que les métaux conduisent très bien la chaleur. On sait que tenir un objet en métal sur une flamme, on peut parfois se brûler très vite. Parce que la chaleur passe à l'intérieur du métal très facilement. Leur conductibilité thermique est élevée. Et d'ailleurs, en général, les bons conducteurs de courant sont de bons conducteurs de la chaleur. Il y a des exceptions, mais c'est le plus fréquent, c'est comme ça. Alors, le deuxième grand mécanisme, c'est la convection. Alors, la convection est un transfert de matière. Donc, c'est la matière elle-même qui se déplace. C'est-à-dire que la matière en mouvement transporte la chaleur qu'elle contient. Prenons 2 exemples très simples pour l'illustrer. Lorsque il y a du vent, on est à l'extérieur, il y a beaucoup de vent, et ce vent est chaud ou froid, Sirocco ou Mistral. Dans ce cas, on sent nettement la chaleur ou le froid qui est ainsi transporté par le vent et qui montre d'ailleurs que la convection est un mécanisme fort efficace de transfert de la chaleur. Deuxième exemple, lorsqu'on fait chauffer de l'eau dans une casserole, vous avez de l'eau, vous faites chauffer, on constate que l'eau se met en mouvement dans la casserole et ceci est dû au fait que l'eau chaude, c'est-à-dire en bas, près du fond de la casserole, là où on chauffe, l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Ceci est dû à la dilatation thermique. Et donc, comme ce qui est plus léger a tendance à monter, comme un ballon gonflé à l'hélium, il se forme alors des mouvements d'eau et des tourbillons. De tels tourbillons sont appelés cellules de convection. Ces cellules de convection transportent la chaleur du bas du récipient vers le haut du récipient, vers la surface. Alors, ça, ce sont des exemples de convection naturelle. Les mouvements, le vent, l'eau dans la casserole, sont dus à ces variations de densité et la gravité. Mais celle-ci peut être aussi forcée. On parle de convection forcée, par exemple, avec un ventilateur ou une conduite qui transporte de l'eau chaude, comme lorsque l'on a une chaudière, par exemple. Notons que la convection est un mécanisme fort complexe, beaucoup plus complexe
la théorie qui est derrière, qui est la théorie des fluides, est beaucoup plus complexe que la théorie de Fourier. Voilà, nous verrons le troisième mécanisme dans la prochaine vidéo avec quelques autres points importants. Nous parlerons de chaleur latente, etc. Je vous remercie.